avec nous pour le débat politique de ce club. Bonjour François Calfon. Bonjour. Merci d'être là, député européen socialiste. Et Stéphane Le Rudulier, bonjour. Merci d'être avec nous, sénateur LR des Bouches-du-Rhône. On va évidemment parler avec vous du budget. C'est aujourd'hui que députés et sénateurs se réunissent pour tenter de trouver un accord sur ce texte. Le PS et le bloc central vont-ils s'entendre? Les propos de François Bayrou sur la submersion migratoire vont-ils le conduire tout droit vers la censure? Vous en débattrez. Lorraine, on verra ce que demande le PS sur le fond. Oui, c'est quoi la CMP aussi, Kesako? On voit ça dans quelques instants. D'abord, on regarde l'actualité dans nos régions. Et c'est l'heure de notre reportage dans nos régions. Il y a 5 ans, le Royaume-Uni quittait l'Union européenne. Certaines entreprises françaises ont vu dans ce Brexit une opportunité de croissance. C'est le cas d'une entreprise à Calais qui s'est spécialisée dans l'aide aux formalités douanières pour les transporteurs. On regarde ce reportage de Sania Dechia. Ce camion transporte une cargaison un peu spéciale. 4 chevaux, arrivés de Grande-Bretagne le matin même par le port de Calais. Comme toute marchandise, ils doivent montrer patte blanche avant d'entrer sur le sol français. Merci. Ouais, sur la table. Super, merci beaucoup, c'est gentil. Depuis 4 ans, tout ce qui transite par la frontière franco-britannique doit faire l'objet d'une déclaration douanière, voire d'un contrôle, des formalités complexes que la chauffeuse n'a pas eu à gérer. C'est le travail de Calvin Roswell, commis en douane, qui a tout organisé pour elle. C'est bon, tout est OK pour nous. Vous pouvez aller vous garer. Notre rôle, ça va être d'accueillir les chauffeurs pour un souci de prise en charge rapide. Comme la plupart des chauffeurs peuvent avoir potentiellement une barrière de la langue et ne viennent pas forcément très souvent ici, et de faire tout notre possible pour que le contrôle se passe le plus rapidement possible et dans les meilleures conditions possibles. Calvin Roswell travaille pour ASA. Depuis 2020, cette entreprise s'est spécialisée dans l'aide aux formalités douanières pour les transporteurs. Quel est votre numéro de parking? 5115. Je repars dans 2 heures. OK, ça ne devrait prendre qu'une heure. Avec le Brexit, le nombre de déclarations en douane a doublé. Une aubaine pour ASA. À l'origine, donc, nous étions 5 personnes. Et donc aujourd'hui, nous sommes plus de 40, et y compris avec une nouvelle filiale à Boulogne-sur-Mer. Donc oui, il y a eu une explosion du nombre des équipes, évidemment de l'activité. On en est très très fiers. Ça a été un énorme défi pour recruter et former ces nouveaux profils. Prestataires spécialisés, informatisation des procédures, les camions entrent et sortent presque aussi vite qu'avant le Brexit. Jusqu'à 7000 poids lourds transitent encore chaque jour par le port, mais ils sont moins nombreux qu'avant. Quelle est la part du Brexit? Quelle est la part de Covid? Quelle est la part jouée par l'inflation issue du conflit en Ukraine? On a du mal véritablement à définir quelles sont les différentes racines de cette baisse, mais on observe une baisse relativement importante du trafic. Une baisse non négligeable. Depuis 2018, le trafic de personnes et de marchandises a chuté de 20% dans le détroit du Pas-de-Calais. François Calfon, on va commencer par vous, puisque vous êtes député européen, on le voit, ce Brexit 5 ans après. Quel bilan? On voit que ça a été bénéfique pour certaines entreprises françaises. C'est surtout un bilan très négatif pour la Grande-Bretagne. Les investissements ont reculé de 20%, puisque fondamentalement, le Brexit, c'était quoi? C'était une forme de xénophobie, on ne veut plus les étrangers. C'est comme ça qu'ils ont gagné. Et bien, ils ont perdu 200 000 travailleurs de l'Union européenne, donc avec une perte de compétences tout à fait incroyable. Et puis, je vois des photos de Tours derrière vous. La place financière de Londres, qui était extrêmement réputée, c'est finalement recontinualisé vers Francfort, que des sièges sociaux d'entreprises qui souhaitaient s'implanter en Europe sont venus à Paris, à la Défense. Bref, c'est une mauvaise affaire. Et ça devrait d'ailleurs, dans ce moment de reconcentration du monde, de repli finalement, faire réfléchir celles et ceux qui pensent que la solution nationale est plus forte que les solutions dans le cadre d'une union. Ouais, Stéphane Le Rudulier. Oui, alors on peut être d'accord sur le constat au départ, mais il faudrait tirer peut-être aussi d'autres conclusions. On voit bien qu'il y a un malaise au sein de l'Union européenne avec des tentations de repli nationaliste. On a aussi, et comme en France, une volonté de reprendre en main certaines décisions. On parle de souveraineté agricole, on parle de souveraineté énergétique.
On a besoin aussi d'une nouvelle respiration européenne. Il faut se rappeler de ce qu'était le débat avec Maastricht en 92, avec Philippe Séguin et Charles Pasqua, qui avaient déjà alerté sur une tentation trop fédéraliste de l'Europe et l'éloignement en fait des décisions par rapport au peuple. Et je pense qu'on doit remettre notre métier sur la table parce qu'effectivement, il y a toujours eu la théorie des grands blocs et on voit bien le repli des États-Unis sur eux-mêmes avec des tentations protectionnistes. Alors peut-être qu'il faudra repenser l'Europe sur des formes de cercles concentriques avec des compétences stratégiques comme la défense, comme la politique extérieure, ou encore l'industrie, avec des pays qui sont au même niveau de développement, et d'autres cercles qui viendraient en fait s'accumuler afin qu'on puisse avoir une Europe qui soit beaucoup plus efficiente et qui soit aussi acceptée par nos concitoyens. Bon, moi, il se trouve que quand j'étais beaucoup plus jeune, j'ai voté non au traité de Maastricht. Donc je viens plutôt de la branche souverainiste. Et je suis député européen, ça ne m'a pas converti, mais je pense que l'époque a complètement et radicalement changé. C'est-à-dire que si nous n'avons pas ce bloc à 27, avec tous ses défauts, il y en a des dizaines, alors nous n'existons plus. D'abord sur le plan budgétaire, on va parler de budget, mais quand vous avez une dette qui, avec le franc, n'est pas soutenable, pardon de le dire, avec le franc, on serait en situation de la Grèce. Et même avec l'euro, j'anticipe sur le débat de tout à l'heure, on emprunte sur les marchés au taux de la Grèce. C'est dire que s'il n'y avait pas l'euro, on serait dans une catastrophe. Je donne un exemple très concret pour vous dire à quel point c'est indispensable l'Europe. Offensive d'Elon Musk sur l'espace, c'est la guerre des étoiles. Hier encore, puisque je suis membre de l'intergroupe Ciel et Espace pour le Parlement européen, j'ai discuté avec la représentation française. On ne va pas se mentir, Ariane, c'est un projet à 80%. Je ne dis pas à Bruxelles, chut, c'est un projet à 80% français. Donc si nous n'avons pas l'Europe pour être solidaire de ce projet, et qui est le seul qui peut permettre de garantir la souveraineté dans le ciel européen, alors on a Elon Musk. Donc je pense que oui, bien sûr, les cercles concentriques, mais dans le moment dans lequel nous sommes, il n'y a pas le choix. Et c'est pas une manière de marche ou crève. Il n'y a pas le choix parce que la pression, elle est là. Regardez l'agression de Trump sur le Groenland. Je le rappelle qu'il y a un territoire européen. Alors bien sûr, il y a une faiblesse de la réponse des pays scandinaves. Bien sûr que Mme von der Leyen finalement tarde. Est-ce que vous croyez que le Danemark tout seul peut se défendre des velléités de M. Trump? On a changé d'époque. On est dans un monde de retour de la conflictualité et où la taille critique, pardon de le dire, d'un pays au sein de l'Union européenne ne pèse plus. Et puis, dernier défi, nous, Français, on sait à quel point la couverture de défense et de sécurité européenne, si elle n'est pas américaine, elle est française, eh bien, on va devoir lutter, nous, les Français, et nous, les parlementaires français au Parlement européen, pour que ces dépenses, plus de 50 milliards d'euros, 100 milliards d'euros demain de dépenses militaires, elles puissent correspondre à une souveraineté européenne, c'est-à-dire beaucoup française. Alors, mais on dit la même chose. Vous êtes en train de dire... C'est une question de temporalité. Compétences stratégiques, vous parlez de l'Europe de la défense, c'est nécessaire. Politique étrangère, c'est nécessaire aussi que l'Europe parle d'une seule et unique voix. Mais dans le même temps, je pense que certaines décisions, je pense à la politique agricole, je pense qu'il faut qu'on repense aussi ce modèle-là et qu'on puisse peut-être déconcentrer, décentraliser certaines décisions. En clair, peut-être alléger le fardeau de l'Europe par rapport à ses compétences et se concentrer sur des compétences stratégiques dans un monde géopolitique effectivement très conflictuel et dans le même temps retrouver des décisions au niveau national, retrouver une certaine forme de souveraineté sur des compétences de proximité. Alors peut-être d'une phrase, je suis d'accord sur l'obsession normative parfois. Et moi-même, comme parlementaire, quand je vous donne un exemple très précis, on voudrait imposer aux chauffeurs de train dans toute l'Europe de parler anglais. Donc celui qui va de Guéret à Montluçon avec son TER n'a pas besoin de parler anglais. En plus, c'est totalement déconnecté parce qu'on ne trouve pas de chauffeurs de train. Donc si en plus on leur demande l'anglais, ça n'a aucun sens. En ce qui concerne la politique agricole commune, quand même, pardon, je pense que c'est pas forcément le bon exemple, puisque la contribution nette de la France à l'Union européenne, c'est 12 milliards. On récupère 8 milliards par la politique agricole commune. Donc je pense que peut-être qu'on peut la subsidiariser, etc. Mais je ne renoncerai pas, pour nos agriculteurs, à l'aide de l'Europe en matière agricole. Ce que je veux dire, c'est que les agriculteurs, aujourd'hui, demande au Parlement, ça s'est vu avec la proposition de loi de Laurent Duplon, une responsabilité de ne pas surtransposer les normes européennes et dans le même temps
peut-être rediscuter avec l'Europe de certaines règles qui pénalisent grandement leur compétitivité. Je suis d'accord avec vous. Un dernier mot là-dessus, François Calfon, puisque vous parliez de la faiblesse de la réponse des pays scandinaves et d'Ursula von der Leyen sur le Groenland. Donald Trump qui menace également l'Europe de mettre des droits de douane. Est-ce que l'Europe est suffisamment forte et suffisamment unie pour répondre? Quand vous voyez que Giorgia Meloni est allée à l'investiture de Trump, que Viktor Orban est très proche de Donald Trump, est-ce qu'elle va être en capacité de répondre, l'Europe? Non, mais l'Europe, dans tous les domaines, on vient d'en parler, elle est le pire des systèmes, virgule, à l'exclusion de tous les autres. C'est-à-dire que face à l'agression américaine, c'est pas le Danemark, avec tout le respect que j'ai pour le Danemark ou la Finlande, qui vont répondre tout seuls. Est-ce que la réponse est à la hauteur de ce que nous, Français, on souhaite? M. Macron a discuté avec M. Scholz de projection de force dans le Groenland pour répondre. Bon, ça n'est pas la réponse de la diplomatie européenne. Sur les droits de douane, par exemple? Les droits de douane, on y vient d'une certaine manière. Après, si vous voulez, il y a une part de théâtre dans M. Trump. Donc je pense que, si vous montez à la course à l'échalote des réponses toujours plus hautes que M. Trump, où on va? On fait comme si on le découvrait. C'est son deuxième mandat. Donc il faut, bien sûr, être en capacité d'agiter la question des droits de douane. Je vous rappelle que l'Union européenne, je ne suis pas si pessimiste que ça, était en capacité de le faire pour la Chine. De manière surprenante, absolument. Elle a imposé 30% surprenante et positive de droits de douane pour les véhicules chinois. Donc il y a une sorte de... Avec des mesures de rétorsion pour certains produits français. Oui, écoutez, c'est tout le sujet en permanence d'une balance entre 27 pays et d'une balance entre l'industrie, c'est le cas du Mercosur, et les produits agricoles. Et il ne faut pas tomber dans le piège de Trump qui veut en fait effectivement avoir des accords bilatéraux entre la France, entre l'Italie et les États-Unis, alors que nous sommes quand même un marché ouvert, certes, mais d'abord et avant tout européen. Allez, on parle budget, puisque c'est aujourd'hui le jour de la CMP, la commission mixte paritaire, avant de voir les enjeux. D'abord, qu'est-ce que c'est la CMP, Lorraine? La CMP, alors c'est une instance de conciliation qui réunit 7 députés et 7 sénateurs de tous bords selon la composition de leur assemblée. Alors, qui sont-ils? Du côté des sénateurs, il y a Vincent Capo-Canellas, l'Union centriste, Didier Rambaud, Renaissance, les Républicains, Christine Lavarde, Jean-François Husson, Stéphane Sautarel, apparenté LR, et les socialistes Claude Raynal et Thierry Kozik. Du côté des députés, David Amiel, Renaissance, Jean-Paul Mattei, Modem, le républicain Philippe Juvin, le socialiste Philippe Brun, l'insoumis Éric Coquerel et enfin Jean-Philippe Tanguy et Mathias Renaud du RN. Il y a tout autant de suppléants. Alors si on fait les calculs, vous allez constater que les oppositions sont en minorité avec 4 parlementaires de gauche, dont 3 socialistes et 2 députés RN sur les 14 membres de la CMP. Leur objectif, c'est d'aboutir à un texte commun, un texte de compromis. Leurs conclusions seront ensuite examinées par l'Assemblée nationale lundi prochain, le 3 février, puis vendredi prochain, le 7 février, au Sénat. Enfin, à condition, évidemment, que le gouvernement survive. Entre-temps, en effet, si lundi, l'article 49.3 est déclenché et une motion de censure déposée, son examen et le vote se fera mercredi. Avant ce scénario catastrophe, une nouvelle phase de conciliation. Aujourd'hui, donc, elle s'annonce délicate. Oui, en effet, pour éviter ce scénario, la chute du gouvernement, François Bayrou négocie déjà depuis plusieurs semaines avec le Parti socialiste, tout en ménageant le soutien de la droite et du bloc central. On rappelle que dès le 16 janvier dernier, François Bayrou avait listé une vingtaine de concessions. Mais depuis, les négociations avec le PS se sont crispées au gré des coups de rabot et des mesures sorties du chapeau des ministres ou encore des sénateurs qui, on le rappelle, sont une majorité de droite. La version du budget adoptée la semaine dernière par le Sénat doit être adoucie pour devenir le budget de compromis. C'est ce que nous dit la ministre des Comptes publics, Amélie de Montchalin, qui par la même occasion a affirmé que les 4000 postes d'enseignants seront maintenus, tout comme les 500 personnes de plus pour France Travail pour accompagner les demandeurs du RSA ou encore l'augmentation des dépenses de soins à l'hôpital à hauteur d'1 ou 2 milliards. Mais ce n'est pas tout. Il y a d'autres revendications de la part de la gauche qui demande en amont que le Premier ministre revienne sur le thème de submersion migratoire, le terme employé notamment sur le sujet de Mayotte et qui a provoqué une nouvelle polémique. C'est sur ce motif qu'une réunion mardi a été annulée entre le PS et le gouvernement. La gauche souhaite également que François Bayrou s'engage à ne pas toucher à l'aide médicale d'État, dont le budget a été réduit de 200 millions d'euros par le Sénat.
Par ailleurs, le PS demande également une hausse immédiate du SMIC, une hausse de la prime d'activité. Les socialistes veulent également une hausse plus importante que prévue concernant les transactions, la taxe sur les transactions financières. Et puis enfin, le PS demande aussi que la surtaxe sur les profits des grands groupes soit prévue non pas sur 1 an, mais sur 2 ans. Plusieurs compromis donc, et Sophie Primas, porte-parole du gouvernement, a appelé hier les socialistes à ne pas prendre le budget en otage. On en saura donc plus dans quelques heures. On le rappelle, la commission mixte paritaire débute ce matin. Et on suivra tout ça. Est-ce qu'un accord vous paraît possible, François Calfon, à l'issue de cette commission? Je vais vous dire, je pense qu'il est possible, et moi je le souhaite, que ce soit très clair. D'ailleurs, je constate que 90%, 9 sympathisants socialistes sur 10, suivant un sondage, c'est pas que les sympathisants socialistes, moi je pense aux Français, souhaitent qu'on arrive avec un budget. Et je pense que je salue mes camarades qui ont été les négociateurs et l'attitude responsable de la non-censure qui a permis tout simplement à M. Bayrou d'avoir à discuter avec la gauche, donc l'axe démocratique et républicain, plutôt que comme M. Barnier chuter parce qu'il s'est mis dans le corner de l'extrême droite. Donc c'est aussi à nous d'en prendre la mesure. Ensuite, je reviens sur la polémique, puisqu'on fonctionne beaucoup par polémique. Bien évidemment que le terme de submersion était moralement... c'est une faute morale et une faute politique. Je reprends rapidement les chiffres. Quand vous avez entre 8 et 15%, si on considère la génération actuelle, ou la première génération de personnes issues de l'immigration dans votre population, vous n'êtes pas submergé, même s'il y a des problèmes dans tel et tel endroit que personne... Voilà. Une fois qu'on a parlé comme ça, vous voyez, on apaise beaucoup les choses. Ensuite, sur le budget, je pense qu'il faut un budget, mais il faut aussi que l'effort soit partagé. C'est le sens des combats que nous avons menés. Je pense par exemple, parce qu'il y a des agendas cachés à droite comme à gauche, M. Retailleau est dans la surenchère, car en réalité, il est candidat à la présidence des LR. Donc, il veut pouvoir partir sur un échec. Donc, par exemple, sur la question très sensible de l'aide médicale d'État, nous n'accepterons pas que l'aide médicale d'État, sous couvert de coups de rabot, soit supprimée. Parce qu'on voit bien que c'est un sujet sensible, c'est un marqueur politique de la droite. Ça nous paraît tout à fait clair. Nous n'accepterons pas non plus que les services publics essentiels, je pense à la santé, on a obtenu des choses sur le PLFSS, je pense à l'éducation, soient sanctionnés. Ensuite, sur la question finalement de la réduction de la dépense publique et de l'effort partagé par les catégories les plus favorisées, voilà, j'entends le débat 1 ou 2 ans de contribution exceptionnelle, mais on ne fait pas chuter un gouvernement sur 1 ou 2 ans de... Voilà, donc si c'est pour faire monter la négociation en CMP, c'est un beau jeu. Maintenant, il faut que tout le monde arrête un peu de jouer, parce que derrière, il ne s'agit pas du congrès du Parti socialiste, il ne s'agit pas du congrès des LR, il ne s'agit pas de la concurrence entre M. Retailleau ou M. Wauquiez, de la concurrence entre M. Hollande et M. Faure, il s'agit des Français. Ouais. Donc, y compris au sein de votre camp, il y a une surenchère. Et le problème, c'est que les politiciens font ce qu'ils savent faire, c'est-à-dire de la politique politicienne, et qu'à un moment donné, il faut arrêter, il faut penser aux Français. Vous avez entendu les conditions, les marqueurs, les priorités des socialistes, Stéphane Le Rudulier. Est-ce qu'avec ces conditions, vous dites oui, il y a moyen de trouver un accord? Écoutez, en tout état de cause, partage encore une fois ce qui vient d'être dit. Il faut un budget pour la France. Il faut voter ce budget. Et si on regarde avec un autre prisme, on s'aperçoit quand même que sur le régalien, il y a eu des avancées énormes. C'est-à-dire que les arbitrages... au niveau du ministre de l'Intérieur, au niveau du ministre de la Défense, au niveau du ministre de la Justice, ces arbitrages sont en fait dans la droite ligne des lois d'orientation et de programmation qui ont été votées par le Parlement depuis 2 ans au niveau de la justice et au niveau de l'Intérieur. Nos citoyens nous le demandent, donc ça c'est un bon point. Après, moi j'alerte sur une chose, les grands capitaines d'industrie ont tiré la sonnette d'alarme cette semaine. Attention à la fiscalité punitive à outrance pour les entreprises. Moi, je suis quand même assez saisi qu'en 2024, vous avez vu le nombre de faillites d'entreprises, on est au niveau de 2016, c'est-à-dire qu'on voit qu'il y a un changement de paradigme à ce niveau-là, qu'il y a une fragilité. Alors, ça peut être dû à l'instabilité aussi gouvernementale, à l'incertitude d'où va la France, mais quand même, on a des trajectoires, notamment au niveau du chômage qui repart à la hausse, qui ne sont pas bonnes et qui, j'allais dire, sentent mauvais économiquement. Donc attention de ne pas fiscaliser à outrance, d'avoir beaucoup plus de recettes, on le voit bien, et de ne pas se concentrer aussi sur la réduction de la dépense publique. C'est un peu
j'allais dire, ce qui manque à ce budget, c'est un peu de courage sur les dépenses publiques. On a parlé des agences X fois. On peut regarder sur telle ou telle compétence, mais tant qu'on n'aura pas, et ça ne se fera pas là maintenant à la CMP, mais vraiment une réflexion sur la réforme de l'État, la réforme du périmètre d'intervention de l'État, je ne pense qu'on n'arrivera pas à revenir à l'équilibre au niveau budgétaire. Oui, sur la question des fragilités économiques, évidemment, il y a des clignotants qui passent à l'orange. Contexte international, ça a été dit, instabilité politique dans un pays majeur de l'Union européenne qui est, à défaut de l'Angleterre qui n'est plus là, une des locomotives potentielles de l'Union européenne dans un moment clé, c'est évident. Maintenant, si on prend les aides économiques, dans cette affaire de faillite d'entreprise, il y a quand même eu une philosophie qu'on a faite, on a eu raison de le faire, au pic de crise, de soutien aux entreprises par le quoi qu'il en coûte. Mais du coup, le mouvement naturel de vie et de mort des entreprises, tous les jours il y a des créations d'entreprises, a quelque part cautérisé, y compris des entreprises qui n'étaient pas viables. Et dont on voit bien maintenant au moment du remboursement des prêts à taux zéro, qu'un certain nombre ne franchissent pas la barre. Ça, c'est le premier point. Et qui modère les faillites d'entreprises, même s'il faut être extrêmement vigilant. Le deuxième point, c'est que ce n'est pas simplement par une politique d'aide aux entreprises, 70 milliards quand même, qu'on réduit les problèmes de compétitivité. Je vais le dire autrement. Bien sûr qu'il faut un contexte favorable à l'emploi, à la création d'entreprises. On a des grands patrons qui s'expriment, pas toujours d'ailleurs avec bonne foi, ils sont impressionnés par M. Trump. Mais moi, je constate quand même que où sont finalement les GAFAM européens sur l'Internet? Maintenant, on a l'intelligence artificielle générative. Où est-elle? Il faut un contexte favorable à la recherche, à l'innovation, qui n'est pas forcément là. Et ça n'est pas réductible, pardon de le dire, à une question fiscale, parce qu'on a un crédit d'impôt recherche. Il y a beaucoup trop d'effets d'aubaine, mais qui joue quand même son rôle pour maintenir finalement des centres de recherche en France. Seulement, le petit jeu qui consiste à aller chasser d'une certaine manière des crédits, impôts recherche, des facilités fiscales, sans se mettre dans les bons secteurs, dans les bons couloirs, pose problème. Alors, j'aurais dû une formule qui ne va pas plaire à certains élus locaux, peut-être même vous. En France, on dépense beaucoup d'argent à faire des ronds-points. Une fois qu'on a fait un rond-point, ça fait... et là, tout de suite, il tord la bouche. C'est la caricature. Non, c'est peut-être de la caricature. Et je constate quand même que c'est des dépenses qui, bien sûr, permettent de maintenir l'emploi. On dit quand le bâtiment va, tout va, quand la construction va, tout va. Mais qui ne sont pas des dépenses, finalement, qui vous projettent dans le monde de l'innovation. Je regrette que ce soit en Chine, au Canada, à Montréal... et dans la Silicon Valley que se concentrent 95% des entreprises innovantes. Et ça, c'est le vrai problème de compétitivité de l'Europe. Ben oui, mais vous l'avez dit, c'est le problème de compétitivité de l'Europe. Et on en revient aux compétences stratégiques. Et l'Europe doit être dans la droite ligne de la recherche et de l'innovation et qu'on se mette tous d'accord sur véritablement les filières qu'on doit développer. Maintenant, quand même, sur les ronds-points, il faut reconnaître... C'est le Parlement des ronds-points, le Sénat. Non, mais sur respect. Mais les collectivités territoriales, et vous le savez bien, c'est 75% de l'investissement public. Ouais. Dès lors que l'investissement public s'effondre, c'est 0,6, 0,7% de PIB en moins. Ça s'est vu entre 2013 et 2016. Donc attention aussi aux caricatures. Après, on a quand même un problème. Même dans ma famille politique, j'imagine ce genre de réponse. Mais si vous voulez, quand vous avez un tel niveau de dépenses publiques, il me semble que entre les dépenses de cohésion, et c'est vrai que depuis la décentralisation, l'espace public est de meilleure qualité. Mais moi, je me pose la question, c'est un peu provocateur, est-ce que la dépense publique ne devrait pas être mieux équilibrée sur, par exemple, l'université, par exemple, sur la recherche et l'innovation, et un petit peu moins sur ces dépenses-là qui n'ont pas d'effet de levier pour le long terme. Voilà. Je suis désolé, quand on parle des collectivités territoriales, on parle de dépenses d'investissement. Quand on parle de la dette publique, c'est la nature. Je suis désolé, on parle de la dette publique, on dit 6% à 7%, ce sont les collectivités territoriales, sauf que ce sont des dettes par rapport aux investissements et non pas par rapport à leur fonctionnement. Franchement, c'est pas moi qui veux raboter les dépenses pour les collectivités locales. Je m'interroge un peu intellectuellement. Ils sont mis d'ailleurs à contribution à 2,2 milliards d'euros. Pas moi, mais franchement, je suis de la famille politique qui a fait la décentralisation. Simplement, je m'interroge sur l'équilibre de l'investissement public, mais qui, à mon avis, il n'y a pas que le crédit d'impôt recherche. Par exemple, sur l'université et la recherche,
les tournants de l'économie de demain, intelligence artificielle générative, informatique quantique, on loupe tout, finalement, les bonnes orientations. On va revenir à la position du Parti socialiste. On va écouter Éric Coquerel, le président LFI de la Commission des finances, et Gérard Larcher. C'est pas la position du Parti socialiste, rassurez-moi. Et Gérard Larcher, le président du Sénat, ils ont tous deux un message pour vous. On les écoute. Ce qui a été concédé n'est rien par rapport à ça. Et je ne sais pas si les socialistes vont du coup se contenter des miettes. Je donne un seul exemple pour bien comprendre. On nous dit qu'on va peut-être préserver 4000 postes d'enseignants. C'est 50 millions d'euros. Et d'un autre côté, sachez qu'il y a un autre amendement qui prend ailleurs, au même ministère, 50 millions d'euros. En réalité, c'est match nul. Je dis que c'est une entourloupe et que j'espère que mes camarades socialistes, mes collègues socialistes, vont ne pas se laisser prendre à cette entourloupe. Voilà, qui consiste à qu'ils ne votent pas la censure pour 3 fois rien. Les socialistes, il faut qu'ils mesurent leur responsabilité vis-à-vis du pays. Est-ce qu'on peut continuer à être sans budget avec les conséquences que ça a au quotidien pour les citoyens, pour les collectivités territoriales, pour le monde économique? L'idée de censurer à nouveau le gouvernement m'apparaît une idée irresponsable. Un point partout. Bon, l'agenda caché de M. Coquerel n'est pas du tout caché, parce que quand on entend les affiches de la France Insoumise, c'est Macron destitution. Donc avoir un budget et gagner une stabilité politique ne correspond pas à leur agenda. Tout le reste est un peu nul et non avenu. Pour vous, c'est pas une entourloupe ? C'est ce que dit Éric Coquerel. Vous êtes en train de nous faire entourlouper. Non, mais pas du tout, pas du tout. Et je vais m'aller sur le fond, parce qu'ils tentent des arguments de fond. Donc essayons ne pas toucher le fond et aller sur le fond. Nous, on ne mésestime pas le fait que M. Macron, malheureusement, a alourdi la dette de 1 000 milliards d'euros. Donc, qu'il va falloir, oui, regarder dans la dépense publique. Moi, ça ne me choque pas. La question, c'est les efforts doivent être partagés, c'est tout le débat. Et donc, oui, nous protégeons, c'est le sens même de notre démarche, les Français les plus exposés, donc les enfants, les systèmes de santé, j'en passe les meilleurs. Mais après, la dépense publique, il faut bien évidemment des recettes. J'ai dit qu'il y avait peut-être trop de cadeaux fiscaux qui ont été faits aux grands groupes pour finalement des dépenses d'avenir qui n'étaient pas forcément là. Et puis, bien sûr, il faut regarder aussi les dépenses. Donc, avec le Sénat, dans sa grande sagesse, on a protégé finalement les dépenses des collectivités. C'est là où je peux vous rejoindre. Ensuite, en ce qui concerne M. Larcher, partout la balle au centre, oui, bien sûr, l'appel à la responsabilité, c'est ce qu'on n'arrête pas de faire. D'ailleurs, c'est pour ça que tout le monde nous regarde. Et c'est pour ça qu'on est au rendez-vous de la responsabilité. Mais quand le Sénat, LR, s'amuse à détricoter un budget, une forme d'équilibre, en taillant dans les 4000 postes, en rendant un budget qui finalement est déséquilibré, de sorte que mes amis sénateurs socialistes, dont on sait que ce sont des gens responsables, trouvent que à l'issue de l'examen du budget au Sénat, les petits LR, ils ont fait un joli coup, mais l'équilibre n'y est plus, eux aussi... Ils ne sont pas si responsables que le dit M. Larcher. Non, mais nous, on a une responsabilité, et comme vous, 3 300 milliards de dettes. Donc, à un moment donné, il faudra prendre des décisions sur la dépense publique. Sur le nombre de professeurs, on n'est pas arc-bouté là-dessus. Simplement, quand dans le même temps, on a des fermetures de classes dans toutes les communes de France, on peut se dire, est-ce qu'on peut avoir un deal à un moment donné sur un moratoire pour les fermetures de classes, je pense sur des communes rurales notamment, où effectivement il y a 15, 16, 17 élèves. Mais si on dit on ne supprime pas la suppression de 4000 profs, alors à ce moment-là, il faut qu'au niveau de la ruralité, ils puissent avoir les conséquences de ces décisions, c'est-à-dire le maintien des classes. Alors vous voyez, c'est une agora ici, c'est presque une mini-CMP. Et je vois que si vous-même et moi-même étions à la CMP, on arriverait à trouver un compromis, me semble-t-il. Et c'est celui que j'appelle de mes voeux, bien évidemment. Mais bien sûr, mais c'est tout l'objet d'ailleurs de la CMP, entre personnes responsables. Je ne pense pas que ça soit au Sénat la difficulté. Je pense plutôt que, vu le contexte, c'est l'Assemblée nationale, avec l'estyrisation du débat politique par vos amis de la France Insoumise. Donc, quand on est responsable, quand on sait très bien qu'il y aura des mesures à prendre dans les années à venir sur la réduction de la dépense publique, je pense qu'on peut trouver un chemin de crête pour voter ce budget et repartir derrière sur des commissions d'enquête, sur des missions d'information, pour savoir comment on réduit une bonne fois pour toutes la dépense publique dans notre pays. Est-ce que ça se joue que sur le budget, François Calfon ? C'est-à-dire, si vous obtenez les mesures budgétaires que vous souhaitez, de toute façon, vous ne voterez pas la censure ?
Ou est-ce que si François Bayrou ne fait pas un mea culpa sur le sentiment de submersion migratoire, de toute façon, ce sera censure? Franchement, moi, je redis ici à cette table que c'est une faute morale et politique morale parce qu'on gagne jamais quand on prend l'agenda de l'adversaire. Et politique parce qu'il s'est mis lui-même dans une situation qui est très compliquée. Et en plus, c'est un débat qui agite la classe politicienne, donc j'ai dit à quel point moralement. Mais ça n'a aucune conséquence sur les politiques migratoires. C'est pas parce que vous dites submersion ou pas submersion que ça change quelque chose, une virgule, au fonctionnement de ces politiques. Donc condamné, mais pas s'arc-bouté sur ce mot. Certainement pas. Enfin, moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Puis il ne faut pas gommer le premier mot, c'était le mot sentiment de submersion migratoire. Après, c'est des explications de texte qui n'ont rien à voir en fait avec le débat politique et surtout le fait que la France doit avoir un budget le plus rapidement possible. La question, et je vais dans le même sens, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il y a un bégaiement du fonctionnement de la classe politique française. J'ai pas de leçon à donner, mais moi je suis dans un Parlement, il n'y a jamais de majorité. Donc les socialistes, ils viennent avec leur feuille de route, le PPE vient avec sa feuille de route, et on essaie de construire un chemin. Et quand on fait la culture du compromis. Oui, mais parce que vous avez la culture je pense qu'il va falloir qu'on a perdu sous la Ve République. Je pense qu'il va falloir qu'on y revienne, parce qu'y compris quand chacun baisse un tout petit peu la garde des postures, à ce moment-là, on trouve un chemin. Et si vous voulez, le double compromis en Europe, c'est des majorités qui n'existent pas dans le Parlement et s'entendre à 27. Donc nous, on n'est même pas foutus de s'entendre dans notre propre classe politique. Non pas surtout, bien sûr qu'il y a des confrontations. Et je peux être très dur dans les confrontations, on l'a déjà vu même sur ce plateau. Mais à un moment, il faut avoir le sens du pays. Merci à tous les deux. Vous restez avec nous. On regarde ce qu'il y a à la une de nos quotidiens régionaux. Justement, Lorraine, à la une de plusieurs quotidiens régionaux, ces négociations entre la gauche et François Bayrou. Oui, on vient d'en parler longuement dans ce débat et c'est aussi le choix du Dauphiné libéré. Irrité par Bayrou, le PS se braque. C'est aussi le choix des dernières nouvelles d'Alsace. Bayrou voit revenir le spectre de la censure. L'expression submersion migratoire employée par le Premier ministre a fâché le PS. Alors que la commission mixte paritaire se réunit aujourd'hui à l'Assemblée, certains socialistes sont tentés par le vote de la censure sur le budget. Et pendant ce temps, Emmanuel Macron renoue avec le terrain. Il était dans les Hauts-de-France hier, plus précisément dans la Sambre-Avenois-Thiérache, où il a annoncé un 3e volet d'investissement pour le territoire, le fameux pacte Sambre-Avenois-Thiérache initié dès 2018. On le rappelle, l'objectif de ce pacte, c'est de relancer l'attractivité du territoire, de lutter contre la pauvreté et aussi de créer des emplois dans une région qui a été marquée pendant des années par un déclin économique. Sans dévoiler précisément le contenu de cet acte 3, Emmanuel Macron a insisté sur 2 thèmes, la santé et la sécurité. Autre plan, cette fois qui concerne la tranquillité des Bordelais. Le préfet de Gironde souhaite mettre en place des seuils sonores pour les vols de nuit. Seuls les avions de dernière génération pourraient ainsi respecter ces nouvelles normes acoustiques. Conséquence, il n'y aurait plus que 2 vols par nuit au lieu de 6. Sachez en tout cas que certains aéroports pratiquent un couvre-feu entre minuit et 6 heures du matin. C'est le cas d'Orly, du Bourget ou encore de Nantes. Dans l'actualité également, les inondations qui frappent l'ouest de la France. 3 départements sont encore en vigilance rouge pour risque de crue. Le Morbihan, l'Ille-et-Vilaine et la Loire-Atlantique. Presse Océan titre sur ces intempéries et sur les conséquences pour les sinistrés. Dans les communes inondées, la solidarité s'organise. On va terminer par un mot de football et de Ligue des Champions. Brest n'a pas démérité au Roudourou, évidemment, face au Real Madrid. La tête haute, titre le Télégramme. Les Bretons se sont inclinés 0-3 donc contre le Real Madrid, qui, je le rappelle, est champion d'Europe en titre. Brest jouera en février les barrages d'accession au 8e de finale. Ça sera soit contre le PSG, soit contre le Benfica. Le tirage au sort, c'est demain à midi. On va suivre ça. Merci Lorraine. Vous allez suivre ça? On a eu une très belle soirée de Ligue des Champions quand même. Ouais. Et je regrette quand même que j'ai vu ça dans la presse locale à Brest, que les joueurs du Real de Madrid, alors qu'il y avait plein de gosses qui étaient venus les saluer. Les enfants. Voilà, ça c'est quand même regrettable, franchement. Ouais. Et puis on va suivre la CMP également. Oui, évidemment, on fera tout en même temps. Merci beaucoup Stéphane Le Rudulier, merci François Calfon d'avoir été avec nous. Merci à tous de nous avoir suivis. L'émission elle est à retrouver en podcast sur notre site internet et toutes les plateformes d'écoute. Prochain rendez-vous à 18h. Sens Public, vous avez rendez-vous avec Thomas Hugues. On se retrouve demain pour parler de la CMP. Très bonne journée, à demain.